Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. L'organisation sociale et politique PRECOLONIALE. A. Les royaumes de la savane et de sa périphérie. Faute de documents écrits sur base desquels les historiens ont coutume de travailler, l'histoire précoloniale de la région de l'Afrique centrale et son organisation sociopolitique sont relativement mal connues. Les sources disponibles, tant orales qu'écrites, il ressort que presque toute l'Afrique de la savane et sa périphérie, qui couvre une bonne partie des territoires du Congo et de la Zambie actuelle, avaient des structures politiques organisées en chefferies, royaumes ou empires dont la pierre angulaire était le village. Ce dernier constituait en effet la plus petite unité territoriale de laquelle partait toute l'organisation politique et sociale. En ce qui concerne la région de la savane elle-même, les structures étaient pour la plupart centralisées et gouvernées par un individu. En ce qui concerne sa périphérie, qui englobe les régions du nord et de l'est et s'étend jusqu'au territoire limitrophe du Congo-Kinshasa actuel, le système semble avoir été beaucoup moins centralisé. Pour comprendre l'organisation et le fonctionnement des structures sociopolitiques dans cette partie de l'Afrique, à l'époque précoloniale, nous avons jugé utile de décrire en grandes lignes l'organisation politique et sociale des royaumes ou empires considérés comme prestigieux sur le territoire qui constitue l'actuelle République démocratique du Congo, rez-de-chaussée. Il s'agit du royaume du Congo, des empires Luba et Lunda, et de quelques États de la lisière de la savane notamment, le groupe Yansding, les Boma et les Sakata, et le groupe Lélé-Kouba. Il est important de signaler que la présentation des faits donnés par les historiens, pour la plupart européens, ne correspond pas toujours à la réalité de l'époque et devrait être interprétée avec précaution. En effet, le plus souvent il a été attribué aux chefs autochtones des comportements ou des motivations déduites selon la culture européenne, même si, dans certains cas, il existait des sources d'origine africaine comme les lettres des rois ou les témoignages oraux. Comme nous venons de le souligner, la structure politique était fondée sur le village, unité de base. Celui-ci était constitué d'un ou plusieurs clans qui pouvaient être hiérarchisés entre eux, au sein de l'ethnie ou du groupe d'ethnie. Ainsi on distinguait le clan aîné du clan cadet, le clan d'époux du clan épouse, le clan royal des autres clans, etc. La politique semblait donc être l'excroissance de la famille, et le clan la structure transitionnelle entre le champ de la parenté et celui de la politique. Dans certaines régions, les villages consistaient en plusieurs lignages ou clans avec un seul lignage principal par village. C'est le cas du royaume du Congo, d'une partie de l'empire Luba, des groupements Kuba et Ding. Tandis que dans d'autres régions, comme chez les Lunda, les Bemba et dans une partie de la région Luba, les villages étaient de petite dimension, moins de 100 habitants et créés par des individus ambitieux qui rassemblaient autour d'eux une suite de familles de différentes origines. L'individu à la base de la création du village en était alors le pivot, et lorsqu'il disparaissait, le village se brisait. Les lignages étaient soit patrilinéaires, fondés sur un mode de filiation dont seule la parenté paternelle était prise en compte, c'était le cas des empires Luba et Lunda, soit matrilinéaires, dont la filiation était axée sur la parenté maternelle, ce fut par exemple le cas du royaume du Congo dans sa grande majorité. Il n'est pas exclu que certaines régions aient connu l'alternance des deux systèmes. Au-delà du village, la plupart des territoires étaient politiquement organisés en provinces, royaumes ou empires. La province regroupait les chefferies qui étaient soumises à un même pouvoir royal. Le royaume quant à lui correspondait à une organisation politique à 3 niveaux: le village, la chefferie et la province. Tandis que l'empire était le regroupement des royaumes répondant à une même culture politique. Par conséquent, l'empire avait en général une étendue plus vaste, une organisation souvent moins structurée et un pouvoir nettement moins centralisé. Comme pour les villages, les entités supérieures, chefferies, provinces, royaumes ou empires, étaient également de dimensions fort variables selon les régions. Le chef du village était en principe l'aîné des aînés de différents lignages, qui eux constituaient la classe de notables, tandis que le roi était souvent le chef du village du lignage reconnu comme royal. Les provinces étaient en général dirigées par les fonctionnaires nommés par le roi, et il existait, aux différents niveaux, une multitude de titres de noblesse dont certains correspondaient à des responsabilités bien précises et hiérarchisées. D'une façon générale,
La royauté se transmettait héréditairement au sein du lignage royal, et était intrinsèquement différente du pouvoir chéfal qui lui était plutôt lié à la propriété terrienne. Contrairement au pouvoir chéfal, qui était d'origine matérielle, la royauté se voulait d'ordre immatériel, et le roi était présenté comme ne possédant pas de propriété terrienne. Il était en quelque sorte pauvre de ce point de vue. Mais si le roi s'imposait à tous, c'est parce qu'il possédait une force supranaturelle. Il était présenté sur l'ensemble des territoires comme un surhomme, disposant d'atouts supranaturels et qui servait d'intermédiaire entre le monde des vivants et celui des morts, des ancêtres. Ainsi, pour prétendre l'évincer, il fallait au moins disposer d'une force semblable. Ceci garantissait le caractère permanent au pouvoir royal, et le mettait à l'abri, du moins partiellement, des ambitions de concurrents réels ou potentiels. Les contestations ne pouvaient dès lors s'opérer qu'au sein du clan royal ou s'appuyer sur les membres de ce dernier. L'émanation familiale ou clanique du pouvoir a souvent fait poser le problème de l'ethnicité du pouvoir en Afrique, et particulièrement au Congo. Il existe des arguments historiques qui démontrent à suffisance que la formation des structures politiques dans cette région est bien restée indépendante du phénomène ethnique. Le premier de ces arguments est le fait que tous les royaumes qui ont existé au Congo ancien sont interethniques. C'est ainsi par exemple que le royaume du Congo regroupait en son sein les Mbundu et les Bezi-Congo, celui des Kuba, les Luba, les Kété et les Mongo. Enfin, les empires Luba et Lunda étaient tellement étendus dans l'espace qu'ils ne pouvaient être homogènes sur le plan ethnique. Le deuxième argument est basé sur le fait que c'est plutôt à partir du brassage interethnique, commandé par les impératifs politiques, que certains groupements s'étaient créés. C'est le cas des Congo, des Kuba, des Luba et des Lunda. Le troisième argument est le fait que les structures étatiques n'ont jamais été vécues à l'époque comme un idéal d'organisation auquel il fallait à tout prix parvenir. C'est ainsi qu'elles n'ont pas pu prévaloir partout. Elles étaient généralement présentées comme un accident de l'histoire, une superstructure venant d'ailleurs et qui se serait imposée à un moment donné à des réseaux politiques déjà existants. Ces arguments permettent donc de conclure que le pouvoir en Afrique, particulièrement en Afrique centrale, n'a pas été au départ aussi imprégné par le phénomène ethnique ou clanique qu'il ne l'est actuellement. Il nous semble plutôt que ce fléau, s'il faut le considérer comme tel, se soit amplifié sous la colonisation et ait pris de l'ampleur avec le temps comme d'autres fléaux tels que le clientélisme et la corruption. Politiquement organisés sur un modèle général identique, les royaumes et chefferies de la région de la Savane et de sa périphérie présentaient néanmoins quelques particularités qui les différenciaient, les uns des autres en ce qui concerne leur mode de fonctionnement. 1. Le royaume du Congo. Considéré comme le véritable modèle d'organisation sur le plan sociopolitique, le royaume du Congo s'est révélé comme l'un des plus prestigieux royaumes de la région. Il est l'un des rares groupements au sujet duquel l'historien est le mieux renseigné. Son histoire nous permet, par recoupement avec d'autres témoignages, de comprendre et de connaître certains événements qui se sont déroulés dans la région de l'Afrique centrale à l'époque précoloniale. Et l'on peut affirmer que la situation et l'organisation du royaume du Congo constituent un reflet de la majorité des royaumes de la région, car contrairement à sa situation côtière qui le prédisposait à l'isolement, il était bien en contact avec d'autres entités de l'époque. Les origines du royaume du Congo se situeraient vers les 13-14e siècles, selon les sources. En 1491, soit 9 ans après la découverte de l'embouchure du Congo par Diego Cao, lors de la première rencontre entre les Européens, émissaires et prêtres portugais, et les indigènes de cette région de l'Afrique, le royaume du Congo existait déjà depuis au moins 100 ans. Sa formation serait l'œuvre de Nimi Alukeni, surnommé Ntinouwen. Situé sur le plateau du Congo, le royaume du Congo s'étendait vers le XVe siècle au nord jusqu'au-delà du fleuve Congo, à l'est jusqu'au Stany Pool, à la rivière Nsele et au bassin du Kwango, et au sud-ouest jusqu'au fleuve Loge et à l'océan Atlantique. L'étendue de ce royaume n'obéissait certainement pas à la notion contemporaine de la frontière classique avec des critères précis. Toutefois, elle était estimée à près de 500 km² et comprenait des territoires qui de nos jours sont situés en Angola et au Congo-Brazza. Le monarque ancien régnait sur des aristocraties locales qui reconnaissaient son autorité,
et non sur des étendues territoriales. Mbanza Congo, la cour du Congo, un village situé au sommet d'une colline près de la frontière Angola-Congo actuelle et à 10 jours de marche de la côte atlantique, était la capitale du royaume. Contrairement aux entités coloniales qui se constituèrent par conquêtes successives du colonisateur dont la principale préoccupation était la recherche des trésors, le royaume du Congo s'était élaboré progressivement du point de vue de l'espace et de la centralisation, sans que cela ne procède véritablement d'une initiative consciemment conquérante. Sur le plan de l'organisation sociopolitique, le royaume du Congo, dirigé par un monarque, le Mani-Congo, comportait les principales institutions suivantes. La caste dirigeante qui regroupait les nobles exerçant certaines fonctions particulières au sein du royaume. Il s'agissait d'un groupement et non d'une assemblée opérationnelle. Le Conseil d'État qui était une assemblée plus constitutionnelle que représentative. Il était composé d'une dizaine de membres qui avaient de l'influence lors de l'élection du roi et sur les décisions politiques prises par ce dernier. Le corps administratif qui était le corps des fonctionnaires. Il comprenait 3 catégories. Les gouverneurs des provinces et chefs des villages, 2 les fonctionnaires de la cour et 3 les prêtres chargés du culte. La garde royale qui était l'instance chargée de l'exécution des décisions royales. Elle était composée des serviteurs du roi, souvent d'origine esclave. La structure militaire du royaume était relativement simple et destinée principalement à la garde royale. Elle était composée pour l'essentiel de soldats étrangers, serviteurs du roi, qui étaient d'origine esclave. Il n'y avait pas d'armée permanente et en cas de guerre, chaque fonctionnaire territorial en appelait au chef de ses villages, et tous les hommes valides étaient dirigés vers les zones de concentration où l'armée se formait. Il n'y avait pas de doctrine en matière de tactique ou de stratégie militaire, et l'on montait à la bataille en une formation simple, le premier choc déterminant l'issue des combats et de la guerre. Les tracasseries et les abus policiers étaient donc inexistants dans l'imaginaire collectif. La gestion du royaume était assurée par le roi et les nobles. Le roi était en principe au-dessus de tous, le maître incontesté du royaume. Il représentait la force et la vitalité. Considéré comme un homme supranaturel, le roi était le garant de la prospérité du royaume. Il était l'intermédiaire entre les morts et les vivants. Il nommait et destituait les fonctionnaires du royaume et rendait la justice en dernière instance. Toutefois, il y avait un code, respecté de tous, qui reprenait les principes de gestion du royaume pour aider le roi dans sa tâche. Il faut signaler que cette qualité d'être au-dessus du naturel avait progressivement fini par être démystifiée en raison de querelles de succession et d'interventions étrangères dans la gestion des affaires du royaume, particulièrement celles des Portugais souvent maladroites, et celle des missionnaires. Quant aux nobles, il y en avait de 2 sortes. Ceux qui tiraient leur noblesse de l'histoire du royaume ou de la filiation, et ceux qui étaient anoblis moyennant paiement ou autres prestations. Les chefs des villages ou les gouverneurs et les autres hauts fonctionnaires de la cour étaient souvent nommés par le roi, qui pouvait les muter à sa guise. Les premiers remplissaient en plus le rôle de conseiller du souverain. Tous les détenteurs de titres formaient l'aristocratie qui soutenait le régime existant, à défaut le roi régnant, et bon nombre d'hommes libres faisaient de même dans l'espoir d'être appelés à un quelconque titre ou à une fonction. Jusqu'au XVI-XVIIe siècle, la succession au trône était assurée par le descendant mâle du lignage royal qui jouissait des faveurs du roi. Mais à partir de cette période, les successeurs potentiels furent si nombreux qu'ils formaient à eux seuls une classe sociale, celle des infants. Les divergences sur la désignation du successeur du roi, entre les différents lignages prétendant au trône, devinrent tellement fortes qu'il fallut procéder à l'élection pour désigner le futur roi. La monarchie au Congo devint donc élective, un principe qui visait à dégager du groupe des candidats potentiels une personnalité capable d'exercer le pouvoir de manière effective. Le roi était élu par un collège électoral composé de 9 à 12 membres, une sorte de grands électeurs, tous membres du Conseil d'État qui s'occupaient en même temps de la gestion des provinces. Certains membres du collège électoral détenaient un droit de veto et pouvaient en conséquence influencer fortement l'élection du roi. Il s'agissait des gouverneurs issus des rares provinces dans lesquelles il n'existait pratiquement plus de nomination royale à cette époque. Les candidats au trône commençaient leur campagne électorale des années à l'avance, en se cherchant des appuis. À la mort du roi,
la cour se divisait d'ordinaire en deux camps qui soutenaient les deux prétendants les plus importants. Cet esprit de faction touchait également presque tous les postes de commandement territoriaux. Selon certaines sources, l'esprit de faction et l'influence de l'opinion populaire étaient déjà très forts lors de la succession de l'un des plus grands rois du Congo, le roi Ndeo Funsu, Afonso Ier, Mubemba Muzinga ou Mvemba Nzinga, II, vers 1545, par Ndeo Dioko Diogo Ier Muzinga à Mpanzu. C'est donc le développement de l'esprit de faction, la révolte des subordonnés contre les chefs et les luttes successives pour la succession qui affaiblirent le royaume du Congo, facilitèrent son invasion par les Jaga, III, au XVIIe siècle, et précipitèrent son déclin. L'invasion occidentale et ses conséquences néfastes menèrent ce royaume, l'un des plus grands royaumes de l'Afrique centrale, au déclin final vers la fin du XVIIIe siècle. Soulignons par ailleurs que la direction de certaines provinces était associée à certains avantages, comme celui d'héritier présomptif par exemple, ou à certaines charges comme celle du chef d'armée ou de l'information, et que le pouvoir législatif était exercé conjointement par le roi et par les conseillers d'État. Quant aux lois, elles étaient proclamées sur les lieux où se tenaient les marchés et les dignitaires qui exerçaient les fonctions administratives se chargeaient de les faire respecter. L'exercice de la justice revenait au chef du village ou au gouverneur de la province selon le cas, et comme nous l'avons déjà relevé plus haut, l'intervention royale en cette matière ne se faisait qu'en dernier appel. Toutefois, les juges rendaient justice en essayant de se conformer aux opinions du roi. Il est important de noter que dans la gestion quotidienne, la contestation était inévitable entre les différentes instances, particulièrement entre le roi et la caste dirigeante ou le Conseil d'État, ou encore entre la caste dirigeante et le peuple. Ce dernier faisant connaître ses opinions, le plus souvent par l'intermédiaire des membres du village qui exerçaient des hautes fonctions à la cour du roi. Le gouvernement tirait ses revenus des impôts, du travail forcé, des droits de douane et autres amendes judiciaires. Le tribut se payait en toile de raffia, en ivoire ou en esclaves. Les coquillages de la pêche servaient de monnaie et d'étalon. Le roi détenait le monopole de la monnaie, ce qui semble avoir été un cas unique dans les royaumes africains. Selon certaines sources, le royaume du Congo aurait connu 3 périodes importantes à partir du XVe siècle, qui auraient marqué son évolution sociopolitique. La première 1443 à 1543, est celle de la réorganisation et de l'adaptation du royaume aux sollicitations nouvelles, surtout d'origine extérieure. Le christianisme et le commerce côtier. C'est pendant cette période, et spécialement sous le règne d'Afonso Ier que la traite atlantique des esclaves avait décimé le royaume. La deuxième période, 1543 à 1665, constitue l'apogée de l'acculturation qui mènera à la division du royaume. La dernière période, 1665 à 1800, est celle qui consacra la balkanisation du royaume, suite aux affrontements parfois sanglants entre la multitude des prétendants au trône et surtout aux interventions maladroites des Portugais dans le processus de désignation du roi. Les 2 premières périodes furent celles de l'essor du royaume et la dernière celle de sa décadence et sa destruction. Cette évolution fut interprétée par certains comme étant l'aboutissement d'un processus de mutation profonde de la société traditionnelle, sous des influences multiples, en grande partie d'origine étrangère. En effet, d'une part, les missionnaires s'étaient employés à démystifier le pouvoir traditionnel des rois en les convertissant au christianisme, et à accentuer la rivalité entre les successeurs au trône en soutenant l'un ou l'autre prétendant au trône. D'autre part, les conquérants et marchands de tous bords favorisaient la division entre les membres du clan royal et donc l'esprit fractionnel en apportant leur soutien à l'un ou l'autre camp. Les armes à feu, introduites par ces marchands, finirent par transformer les conflits entre lignages en véritables guerres meurtrières. D'autres, parmi lesquels nous nous situons, interprètent cette évolution du Congo comme étant la destruction d'un système traditionnel qui avait perdu toutes ses racines au contact du monde occidental. Ce que l'on appela acculturation. En tout état de cause, la conséquence fut que, comme tous les États de la région, le royaume du Congo, ou du moins ce qui en restait, finit par se retrouver sous le joug des colons qui étaient à la recherche de domaines à exploiter. C'était le début de l'ère coloniale. En conclusion, nous pouvons dire que le royaume du Congo était une grande monarchie qui jouissait d'une certaine organisation sociopolitique, en se préoccupant d'un relatif bien-être de ses sujets,
et d'une certaine expression de l'opinion populaire. Les luttes pour la succession au trône, même si elles semblent avoir été fréquentes, n'avaient que des conséquences limitées. Mais le contact avec l'Occident, et l'usage d'armes à feu qui s'ensuivit, transforma ces luttes en guerres meurtrières qui fragilisèrent le royaume et le mena à la décadence. 2. Les empires Luba et Lunda. Contrairement au royaume du Congo, les sources historiques sur les empires Luba et Lunda sont essentiellement du ressort de la tradition orale et donc vulnérables. La faible influence extérieure exercée sur ces deux sociétés constitue vraisemblablement l'un des facteurs susceptibles d'expliquer en partie cette situation. Comme l'écrivaient Isidore Nedewel et Enziem, l'itinéraire historique des Luba et Lunda est une histoire linéaire véhiculant le même dynamisme qui ne fait que changer de pôle d'attraction. Les faits rapportés sur les Luba concernent les Luba du Katanga, ceux du Kasaï, les Songye, les Kanyoka ainsi que les Lulua. L'empire Lunda englobera les groupements Ruande, les Ndembo, les Luena et les Kokwe ou Chokwe. Les origines de l'empire Luba se situeraient vers le XVe siècle et seraient l'œuvre d'envahisseurs appelés les Balopwe, c'est-à-dire les membres du lignage du chef. Ces envahisseurs occupèrent, au cœur de la savane de l'Afrique centrale, la région située à l'est et à l'ouest du Haut-Lualaba et au nord des lacs du Katanga. Ils y fondèrent un empire, l'empire Luba. Nkongolo Mwamba, chef de file de ces envahisseurs, sera considéré comme fondateur du premier empire Luba, une dynastie aux mœurs rudes et barbares qui sera supplantée par celle aux mœurs raffinées. Le deuxième empire Luba, fondé par Ilunga Mbidi, surnommé Kalala Ilunga, neveu de Nkongolo Mwamba et fils de Mbidi Kiwine. Plus tard, des groupes d'immigrants quittèrent la région. Ils exportèrent leur civilisation et leur organisation politique vers l'ouest et établirent un royaume en pays Lunda. L'expansion de cette civilisation se fera ensuite dans la région du bassin formé par les fleuves Congo et Zambèze. Vers le milieu du XVIIIe siècle, la civilisation Luba-Lunda était propagée depuis la rivière Kwango, à l'ouest, jusqu'au lac Tanganyika, à l'est. L'histoire de Nkongolo et celle de Kalala Ilunga sont devenues l'épopée nationale du peuple Luba. Tout semble montrer que les Luba étaient organisés en patrilignage, parfois sans organisation politique supérieure. Chaque lignage comprenait des clients qui lui étaient liés par contrat, et des esclaves domestiques. Le village, formé par un ou plusieurs lignages, était dirigé par un chef choisi au sein du lignage qui avait joué le rôle principal dans l'établissement de cette collectivité, et nommé par l'autorité supérieure, le roi. La hiérarchie partait de cette unité de base au royaume, en passant par la chefferie et la province, sans être nécessairement rigide. Certaines chefferies, voire certains villages, dépendaient parfois directement de la royauté. Avant l'avènement de Nkongolo, la succession se faisait entre trois principaux clans, Songye, Mukondwe Kubelva, Basongye, Lunda Kabeya Mukunkwe Bena Kabeya et Ngandu Ngandua Mukadi, Bena Ngandu, tous venant du pays de Bena Kalundwe, royauté de Bena Nkongolo Mwana ou Bena Mutombo Mukulu. Le pouvoir émanait d'une femme Simbal Banda, de père Luba et de mère Kanyoka, dont le mari allait être un Songye. Signalons que Nkongolo fut l'initiateur du Bulopwe ou Bulowe, un principe sur lequel était fondée la royauté, une qualité sacrée portée dans le sang et transmise par les sujets mâles. C'est cette qualité qui donnait au chef le droit et les moyens surnaturels de gouverner. Le roi régnait donc de droit divin, et on le croyait porteur de pouvoirs surnaturels comme en témoignaient les rites d'intronisation, le culte qui lui était rendu et autres emblèmes ou tabous liés à sa fonction. Tous les chefs étaient des Balopwe, c'est-à-dire membres du lignage de Nkongolo ou de Kalala Ilunga, à l'exception des propriétaires terriens. Il s'agissait donc d'un système patrilinéaire. Certains chefs l'étaient héréditairement, d'autres étaient nommés par le pouvoir supérieur soit à vie, soit pour un mandat à durée déterminée. Mais le roi pouvait déposer tout chef quel qu'il fût, sans pour autant régner en potentat. Bien des freins à cette propension existaient, même si les historiens n'ont pas pu les découvrir tous. Il existait également des villages sacrés et libres de toute ingérence du souverain ou de ses inférieurs. Il s'agit des villages qui étaient créés après la mort du roi, à partir de la capitale de ce dernier ou de ses environs, et confiés à une femme appelée Mwadi, qui était en contact avec l'esprit du défunt et au principal premier ministre du défunt appelé Ntait, Twi.
À la mort de ces personnes, leurs fonctions passaient à leurs descendants. Ceci suppose que tout nouveau roi fondait une nouvelle capitale, sa capitale. Le gouvernement central était dirigé par le roi, assisté de ses dignitaires. Ceux-ci portaient des titres hiérarchisés et correspondant à des fonctions bien spécifiques. Certains titres étaient réservés aux proches du roi, y compris ceux du patrilignage de sa mère. Épinglons quelques titres importants. Entait Tweet ou ministre principal, chef et commandant du corps des officiers du royaume, l'unique police du royaume. Mwinambanza ou Inambanza, le gardien des emblèmes sacrés du royaume, ministre de la justice et garde des sceaux. Nsugu ou le chef provincial le plus important. Lukunga ou le premier juge. Mwainlundu, le griot ou l'historiographe. Fumwa Pamba Diumbi ou le médecin tradipraticien, etc. À la mort du roi, tous les dignitaires démissionnaient. Ils étaient soit reconduits dans leur charge par le nouveau roi, soit remplacés. Contrairement au royaume du Congo, chez les Luba le roi exerçait une autorité absolue. Il n'y avait pas de conseil supérieur pour contrebalancer son pouvoir. Toutefois, en cas de nécessité, il existait un contre-pouvoir organisé et détenu par les demi-frères du roi, appuyés par les patrilignages de leur mère. Ces demi-frères pouvaient également être soutenus par la cour, et même par le peuple en cas de tyrannie manifeste. Mais, malgré cette absence d'institution capable de contrebalancer son pouvoir, le roi Luba n'avait pas la puissance des rois du Congo, ce qui laisse supposer, comme nous venons de le souligner ci-dessus, qu'il existait probablement d'autres freins institutionnels qui sont restés mal connus. Le rôle joué par la structure clanique, dans la politique de l'Empire Luba, semble donc avoir été plus important. Ceci, aussi bien dans le sens du pouvoir que dans celui du contre-pouvoir. Les régions conquises par les Luba étaient laissées entre les mains de leurs chefs. Les conquérants se contentaient d'installer un ou deux villages Luba dirigés par le pouvoir central, par l'intermédiaire de chefs désignés par le roi, pour en assurer le contrôle. Cette organisation de l'Empire Luba semble avoir été identique à celle des royaumes voisins, les Kanyoka et les Kalundwe qui formaient la chefferie de Mutombo Mukulu. Elle différait de celle des Lunda sous certains aspects importants comme nous le verrons plus loin. En dehors de cette organisation, l'un des traits remarquables de l'Empire Luba fut les nombreuses luttes fratricides entre groupes dirigés par les principaux successeurs du roi, souvent appuyés par les membres des lignages maternels ou paternels. Ce sont ces luttes qui avaient en partie facilité l'implantation occidentale dans la région. Quant à l'Empire Lunda, il formait déjà une entité politique unifiée au XVIe siècle, même si les liens étaient moins serrés entre les différents lignages. À ses origines, cet empire semble avoir été gouverné selon un régime basé sur le patrilignage. À la suite d'une querelle avec ses fils, un des rois de l'époque, Mwaku Lunda Kon Amali, priva ceux-ci de leur droit d'accéder au trône. Il désigna sa fille, une certaine Ruija Kon Lueji, comme successeur. À la mort de Mwaku, Ruij devint reine. Elle épousa plus tard un chasseur Luba, nommé Sibinda Ilunga, Sibien Yiruung, qui devint le roi des Lunda. Ce récit explique à la fois la conquête du pays Lunda par le Bulopwe, Luba, et par conséquent le fait que les nombreux titres de noblesse Lunda dérivent du pays Luba, et l'origine de la succession matrilinéaire chez les Lunda. Certains chefs Lunda mécontents furent obligés de migrer vers le sud et vers l'ouest. Parmi eux, le frère de Ruij, Shigud, qui s'en ira fonder le royaume des Imbangala de Kassanié en Angola. Ruij étant stérile, son époux prit en seconde noces une autre Lunda, Kamonga Luanza. De cette union naquit le successeur au trône, Mwant Luzeng, sous le règne duquel semble s'être édifiée toute la structure politique de l'Empire Lunda. Le fils de Mwant Luzeng et son successeur, Mwant Yavnaway, poursuivirent et renforcèrent l'œuvre de Mwant Luzeng. Mwant Yavnaway fut si célèbre et si vénéré que son nom, Mwant Yav, seigneur de la vipère, devint plus tard le titre générique de la royauté Lunda. Selon certaines sources, l'expansion de l'Empire Lunda avait atteint son apogée pendant ces 3 règnes, aussi bien par les conquêtes successives que par l'action de certains membres du clan royal qui, mécontents de Sibinda Ilunga, avaient jugé utile d'aller s'installer ailleurs et de fonder d'autres villages qui restèrent toutefois attachés à l'Empire. À la mort de Ruij, fut institué à sa mémoire le titre de Eneswan Muruund, Swana Mulunda, la mère des Lunda, longtemps porté pour perpétuer son souvenir. Plus qu'un personnage historique,
Ruige semble surtout avoir servi de symbole pour expliquer l'abandon d'un ancien régime politique et l'adoption d'un nouveau type de pouvoir introduit par Sibinda Ilunga. Comme dans plusieurs États de la région à l'époque, la structure politique des Lunda vers le XVIIe siècle était basée sur le village et son domaine, appelé Ngao. Ce dernier était gouverné par un chef dont les pouvoirs venaient des ancêtres qui étaient censés avoir fondé le village. Le titre du chef et ses pouvoirs rituels se transféraient héréditairement, et le chef était considéré comme le responsable du bonheur surnaturel des villageois. À cause de ses pouvoirs rituels, le chef ne pouvait être déposé que par le roi qui détenait aussi le même type de pouvoir. Dans ses fonctions, le chef était assisté par un conseil des anciens, le Sioul. Les villages étaient regroupés selon les liens de royauté perpétuelle qui existaient entre leurs chefs. Et ces groupes de villages étaient à leur tour dirigés par le plus ancien des chefs, ou Mbe. Les groupes de villages formaient les districts politiques qui étaient dirigés par un chef de district ou silol, bilolo, nommé par le roi et le conseil général, sur proposition d'un groupe de Mbe, après une période de stage et le paiement des redevances. Le silol n'avait ni droit, ni pouvoir surnaturel. Il était uniquement le percepteur d'impôts et de diverses taxes qu'il expédiait au roi dans la capitale, via son supérieur. Chaque district était ainsi lié à un représentant spécial, attaché à la cour du roi, par un lien conçu également sur la royauté perpétuelle. Toute la structure politique reposait donc sur le mécanisme jumelé de la succession positionnelle et de la parenté perpétuelle. Un successeur n'héritait pas seulement de la charge fonctionnelle, mais aussi du statut personnel du défunt, y compris son nom propre et ses relations de famille. Ce qui permettait d'opérer un divorce entre la structure politique et celle de la descendance réelle, et de réduire en conséquence l'influence du clan dans l'organisation et le fonctionnement de la politique du royaume. Le roi ou le Muontiave résidait dans la capitale où il formait avec ses dignitaires le gouvernement central. Il détenait les attributs sacrés du pouvoir, créait de nouveaux titres de noblesse et nommait les fonctionnaires de la cour, qu'il pouvait déposer selon son bon vouloir. Le roi présidait également le Conseil national et la Cour suprême composée des plus hauts dignitaires du royaume. 3 groupes de fonctionnaires assistaient le roi dans ses fonctions. Le premier était composé de 15 plus anciens chefs des villages du royaume, qui exerçaient des devoirs rituels, et de tous les autres principaux dignitaires religieux, magiciens de la guerre, gardiens des tombes royales, etc. Le deuxième groupe se composait de dignitaires résidant dans la capitale. Ils étaient tous liés au roi et au silol par des liens de royauté perpétuelle, les silols étant leurs fils du point de vue successoral. Il s'agissait de dignitaires importants tels que la mère perpétuelle des Lunda ou le Eneswan Muruund, la tante perpétuelle ou la Rukonkish, Lukonkesha, le prince héritier ou le Eneswan Mulapf, Swana Mulopwe, le chef de la guerre, etc. Le troisième groupe vivait en dehors de la capitale, et comprenait les chefs tributaires qui étaient représentés à la capitale par des délégués permanents. Ceux-ci payaient au roi les tributs qu'ils recevaient des chefs silol qu'ils représentaient. Comme dans l'Empire Luba, il n'y avait pas d'armée régulière. Il existait cependant un petit groupe armé dont une partie servait de garde royale, et une autre accompagnait les chefs itinérants dans leurs déplacements pour l'exécution de leurs devoirs, comme la perception des tributs, impôts et autres taxes. Les caractéristiques les plus importantes de l'Empire Lunda semblent donc avoir été d'une part, le paiement du tribut. Les districts et les provinces extérieures pouvaient vivre comme bon leur semblait, pourvu qu'ils payent le tribut. Et d'autre part, le mécanisme jumelé de la succession positionnelle et de la parenté perpétuelle sur lequel reposait toute l'organisation politique de l'Empire. Ce mécanisme présentait un gros avantage car il ne nécessitait pas de changement dans les structures existantes. C'est pour cette raison qu'il fut adopté par plusieurs civilisations de la région sans résistance. Contrairement aux Luba, les Lunda assimilaient les chefs des villages conquis et désignaient au-dessus d'eux les Silol. C'était une sorte de gouvernement indirect, ou une sorte de fédéralisme dans lequel le pouvoir des chefs locaux et les fonctions des différentes structures demeuraient intactes. Ainsi, les colonies devenaient soumises à l'Empire sans qu'il soit nécessaire de recourir à la force. Grâce à ce système, l'Empire Lunda réussit à se répandre vers le sud, le sud-est et l'ouest jusqu'au territoire qui constitue actuellement la Zambie et l'Angola. Le système politique Luba par contre,
n'était jamais parvenu à dépasser son pays d'origine. Ceci ne veut pourtant pas dire que les Lunda furent les plus pacifiques des peuples de la région, car quelques-unes de leurs conquêtes furent obtenues par la guerre. Ce fut notamment le cas lors de l'annexion des territoires des Kété et Salam Passou, sur la Loulois. L'expansion vers Luanda, en Angola, en passant par Kassanié, vers 1650, permit l'ouverture sur la civilisation occidentale et la traite des esclaves. Ainsi, comme l'écrivait Jean Vansina, l'événement crucial dans l'histoire reculée de l'Afrique centrale fut non pas la création d'un royaume Luba par Nkongolo et Kalala Ilunga, mais l'introduction des principes Luba de gouvernement dans le pays Lunda sous le règne de Sibinda Ilunga, ainsi que la transformation de ces principes par les Lunda. La nouvelle structure politique Lunda fut aisément adoptée par les autres cultures, de telle sorte que la civilisation Lunda se diffusa jusque vers 1850, sur un vaste territoire englobant presque toute la région de la savane africaine. De nos jours, on retrouve encore quelques traits de cette civilisation dans certains pays d'Afrique centrale. Quant au royaume de la lisière de la savane, Yans, Ding, Leke et Kuba, leur organisation politique fut proche soit de celle du Congo, soit de celle des Lunda, en fonction de l'influence de l'un ou l'autre de ces deux grands royaumes de la savane. 3. Les autres royaumes de la région. Afin de couvrir toute la région qui forme le Congo actuel, nous dirons quelques mots sur les royaumes et groupements ethniques qui occupaient les régions du nord, du nord-est et de l'est. Il s'agit des Mangbetu et des Andés qui constituaient les deux royaumes d'origine soudanaise occupant le nord du pays. Des Nilotis Kalur, mêlés aux Bantous qui occupaient le nord-est. Des Chi, des Nandes, des Avou, des Houndés, des Bembe, des Lega, etc., qui occupaient la région de l'est entre les volcans et les grands lacs. L'organisation sociopolitique de ces groupements fut caractérisée par la formation de grands États indépendants ou groupes d'États, souvent indépendants entre eux, avec un pouvoir fortement centralisé ou non, selon les régions. L'aristocratie y était en grande partie héréditaire, et le pouvoir du roi était vécu comme un pouvoir d'essence surnaturelle et d'origine religieuse, prédestiné à la naissance. Le peuple s'exprimait volontiers à travers ses représentants auprès de la cour du roi, ce qui permettait une communication quasi permanente entre la royauté et la base. Le XIXe siècle est considéré comme une période d'apogée de querelles de succession et autres affrontements sanglants intertribaux. Bien que l'accession au trône ait été la principale justification de ces combats parfois meurtriers, d'autres facteurs ont indiscutablement joué un rôle déterminant. Si l'augmentation sans cesse croissante du nombre de prétendants au trône a souvent été épinglée, l'esclavagisme nouveau pratiqué par les agents étrangers et ses atrocités, les divers contacts essentiellement commerciaux avec le monde occidental, et les missions d'évangélisation occupent également une place prépondérante. En effet, des trafiquants arabisés et autres marchands d'esclaves, qui utilisaient tous les moyens pour s'adjoindre les services des indigènes ou pour capturer le maximum d'esclaves, étaient parvenus à introduire des armes à feu dans la région, à dresser les indigènes les uns contre les autres et à transformer les querelles de succession en véritables guerres meurtrières. Ces dernières décimèrent un grand nombre de tribus. Mais ceux des colonialistes qui voulaient justifier leurs affres en se basant uniquement sur des récits ou des descriptions très partielles et partisanes des explorateurs européens, affirmeront qu'avant leur avènement, la région était plongée dans la plus affreuse barbarie, habitée par des peuplades hostiles accusées de cannibalisme. Une affirmation qui cachait mal l'ignorance des Occidentaux, et qui ressemblait plutôt à un préjugé. Ce que ces explorateurs ignoraient à l'époque, c'est que ces barbares noirs les considéraient à leur tour comme des fantômes, des revenants qui étaient là pour les enlever, les tuer et peut-être les transformer en nourriture. 4. L'agressivité de ces indigènes devait donc être considérée comme le réflexe de défense d'une race menacée d'extermination, une manifestation de l'instinct de conservation. B. Les principales caractéristiques des sociétés traditionnelles. Comme toute société humaine, les entités traditionnelles africaines disposaient d'un ensemble de valeurs acceptées, sinon par tous, du moins par la majorité et qui constituaient le fondement de la vie en communauté. Ces valeurs étaient maintenues grâce à des moyens de coercition appropriés comme l'éducation, le recours à des sanctions ou à la force. Autour de ces valeurs gravitaient tous les comportements sociaux, nous retiendrons 3 types, religieux, culturels et économiques.
Sur le plan religieux, les Africains croyaient en l'existence d'un Dieu, être suprême et origine de toute chose. Ils reconnaissaient l'influence des ancêtres, des morts, des aînés, des chefs et des parents dans l'ordre et le cours de la vie de la famille ou de la société. Pour les Africains, l'être suprême, Dieu, était lointain et n'était pas censé s'occuper directement du monde des humains. C'est pourquoi il n'avait ni représentation anthropomorphique, ni culte matériel. Le culte qui lui était rendu était intérieur et concernait l'attitude de l'homme vis-à-vis de lui-même et de son prochain. Par contre, la place accordée aux ancêtres, aux morts, aux aînés et aux chefs traditionnels dans la vie de la communauté expliquait l'organisation de ces entités traditionnelles et l'importance attribuée à certains rites. Ainsi, pour l'homme africain, l'au-delà par exemple, loin de constituer une notion abstraite, un lieu de bonheur éternel ou de souffrance sans fin, était compris comme le monde des esprits, présent parmi les hommes, faisant un avec celui où se déroule l'existence, de la naissance à la mort. Celui qui se voulait homme devait donc être attentif et autant que faire se peut, présent à ces deux mondes qui ne formaient qu'un tout inséparable. Cette double communion, résultant de l'harmonie établie par chacun avec les deux mondes, visible et invisible, obtenue au prix d'une discipline rigoureuse, morale et sociale, donnait comme fruit la paix, le calme et la prospérité. Sur le plan culturel, outre ces convictions bases de la société, il existait d'autres us et coutumes, variables dans l'espace et dans le temps, qui permettaient de distinguer les sociétés traditionnelles les unes des autres. Cette richesse traditionnelle ne sera que partiellement reconnue par le colonisateur. Sur le plan économique, la caractéristique principale des sociétés traditionnelles fut l'existence d'une économie de subsistance qui pouvait s'expliquer par le caractère très limité des besoins des populations. Ceci ne veut pourtant pas dire que le caractère vertueux du travail comme facteur essentiel de production était méconnu dans ces communautés. Il est vrai cependant qu'on pourrait a posteriori être amené à s'étonner de voir ces populations vivre de façon aussi rudimentaire jusqu'au XIXe siècle, alors que leurs terres regorgeaient d'immenses richesses, toutes à la portée de leurs mains. Mais peut-on vraiment s'étonner quand on sait que le progrès de l'humanité n'a pas suivi la même courbe à travers les âges ? Comme on peut le constater, sous prétexte d'apporter la civilisation aux indigènes d'Afrique, les marchands d'esclaves et plus tard, les colonisateurs occidentaux n'ont fait que détruire l'organisation socio-culturelle et politique de sociétés traditionnelles, entraînant ainsi la disparition de leurs valeurs fondamentales. Pour le Congo, l'assimilation forcée du peuple à d'autres modes de représentation, notamment occidentaux, produira, comme on le verra plus loin, l'acculturation et l'aliénation. Les deux phénomènes qui prédisposèrent les Congolais à une soumission coloniale totale. Tandis que l'exportation dans cette région, de l'usage des armes à feu et d'autres fléaux d'origine étrangère, comme la corruption, la concussion, la manipulation et le clientélisme transformèrent les luttes de succession au trône, aux conséquences limitées, en guerre meurtrière pour le pouvoir et l'enrichissement frauduleux, dont les conséquences incalculables sont encore déplorées aujourd'hui. Note du chapitre 1. 1. La région de la savane est la région située entre la forêt équatoriale au sud et le fleuve Zambèze au nord. 2. Ndeo Funsu, Afonzole Mubemba Muzinga ou Mvemba Nzinga, fut probablement ce nationaliste qui aura cherché de bonne foi à moderniser son royaume, le royaume du Congo, mais a en définitive précipité celui-ci dans la ruine en ouvrant largement ses portes à l'influence étrangère, particulièrement portugaise. C'est sous son règne que non seulement la traite transatlantique des esclaves décima le royaume, mais surtout les grands dignitaires du royaume Congo furent invités à se dépouiller de leurs forces traditionnelles, que constituaient les fétiches et autres amulettes. Ces derniers furent brûlés, ainsi que les cases à fétiches, tandis que les objets d'art et autres pièces de sculpture furent emportés vers les musées occidentaux, au nom de la christianisation et de la civilisation. Le zèle de Ndeo Funsu pour la religion chrétienne dont il réussit à répandre les croyances dans son royaume, lui valut de son vivant le titre de l'apôtre du Congo. 3. Les Jagas étaient des puissants guerriers, venus de l'intérieur de l'Afrique, qui contribuèrent au déclin du prestigieux royaume du Congo au XVIe siècle et modifièrent le cours de l'histoire. L'origine exacte de ces guerriers reste mal précisée. Mais le marin anglais Battel, qui aurait vécu avec ce peuple de 1601 à 1603, affirme qu'ils venaient des montagnes du Lion et que c'est de là qu'ils partirent pour aller vers la capitale du Congo.
Plus tard, ils se retirèrent vers le sud-est, dans les régions orientales du Ndongo et se dirigèrent de là vers la côte de l'Angola et du Benguela, où ils imprimèrent leur marque à l'histoire pendant plus de 50 ans grâce à leur supériorité militaire. Quant à l'origine ethnique des Jaga, elle reste inconnue. Il semblerait qu'ils aient eu certains liens culturels avec les peuples Lunda et Luba, Vansina J. 1965/52. Ils furent chassés du Congo par les Portugais vers le début du XVIIe siècle. 4. Un mémorialiste du XXe siècle, appartenant au peuple Pande, racontait l'arrivée des Blancs à la côte atlantique en ces termes : « Nos ancêtres vivaient dans le confort. Ils avaient du bétail et des récoltes. Ils avaient des marais salants et des bananiers. Soudain, ils virent un grand bateau surgir de l'immense océan. Ce bateau avait des ailes toutes blanches qui étincelaient comme des couteaux. Les hommes blancs sortirent de l'eau et prononcèrent des paroles que personne ne comprit. Nos ancêtres prirent peur, ils affirmèrent qu'il s'agissait de Vumbi, d'esprits revenus d'entre les morts. Avo GL, la tradition historique des Bas-Pandes orientaux. Bruxelles, Institut Royal Colonial Belge, 1954, page 47. En fait, de la même manière que les Européens allaient être longtemps obsédés par le cannibalisme africain, les Africains imaginaient eux aussi que les Blancs, ces revenants, étaient adeptes de cette pratique. Ils croyaient qu'ils transformaient la chair de leurs prisonniers en viande salée, leur cerveau en fromage et leur sang en vin rouge qu'ils buvaient. Enfin, les Africains pensaient aussi que les Européens brûlaient les os des Africains dont les cendres grises devenaient de la poudre à canon. Orchilda, les fantômes du roi Léopold II, un holocauste oublié. Belfond, Paris, 1998, page 26. Ces légendes furent en partie confirmées par la traite transatlantique des esclaves. Chapitre 2. L'État INDEPENDANT du Congo, 1885 à 1908. A. La genèse de l'État congolais. L'État congolais avec ses frontières actuelles, héritées de la colonisation, tire ses origines de l'histoire. C'est en effet, à partir de 1858 à 1859, que Léopold H, roi de Belgique, en quête de terres non appropriées, de territoires d'outre-mer susceptibles d'apporter de nouvelles sources de revenus à son pays, était progressivement arrivé à créer cet État de l'Afrique centrale, en rassemblant les vastes étendues de terres qui étaient encore non colonisées. Alors duc de Brabant, Léopold II, subjugué par l'idée de la nécessité de posséder des colonies pour le développement et la prospérité de sa propre patrie, s'employa à accumuler des arguments, essentiellement d'ordre économique, pour convaincre les hautes instances de son pays du bien fondé de sa démarche. Mais dans un pays où la population ne s'intéressait pas aux colonies, il savait aussi que toute tentative de colonisation de sa part devait comporter un fort vernis humanitaire. Il justifia sa démarche par des arguments tels que la lutte contre la traite des esclaves pratiquée par les Arabes, l'élévation morale des indigènes et le progrès de la science. Ce qui expliquera l'importance accordée plus tard aux missions d'évangélisation. S'appuyant sur l'exemple de la Hollande à Java, en Indonésie, sur celui de l'Angleterre en Inde, et sur celui de l'Espagne à Cuba et aux Philippines, Léopold II s'acharna à démontrer que les colonies pouvaient être des débouchés intéressants pour les produits de la métropole, constituer des réservoirs de matières premières pour la métropole, devenir des domaines rémunérateurs pour la mère patrie, permettre de créer de nombreux et lucratifs emplois pour ses compatriotes, servir d'endroit de placement avantageux de capitaux par rapport à la métropole, etc. L'offensive de Léopold II culmina avec l'organisation de la Conférence internationale de géographie, convoquée à Bruxelles du 12 au 14 septembre 1876 de sa propre initiative. Outre les délégués de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne et de la Russie, ce forum rassembla un grand nombre de personnalités, parmi lesquelles on comptait des explorateurs et hommes de science, des militaires et des membres des sociétés géographiques et philanthropiques, venus des quatre coins d'Europe pour acclamer la création de ce mouvement civilisateur. L'Association internationale pour la civilisation de l'Afrique, AIA, créée à l'issue des travaux de cette conférence, présidée par Léopold II lui-même, prit la direction des opérations et se chargea d'exploiter et de rentabiliser les données réunies sur l'Afrique centrale. Vers février 1879,
Léopold II soutient et finance, via le Comité d'études du Haut-Congo, CEHC, créé le 25 novembre de l'année précédente, l'expédition en Afrique centrale dirigée par l'explorateur britannique Henry Morton Stanley. Ce dernier avait été déçu par le peu d'empressement et d'enthousiasme réservé à ses travaux, dans son pays d'origine, l'Angleterre, et aux États-Unis, pays auquel il se montrait très attaché. Outre le travail de reconnaissance sur le terrain et la création de stations, Stanley devait obtenir des chefs autochtones des contrats d'exclusivité sur les territoires explorés, et cela par n'importe quel moyen. C'étaient en fait des contrats d'exploitation des terres dont ces chefs autochtones cédaient par la même occasion la souveraineté à l'association de Léopold II, l'AIA. Cette dernière s'empressait donc de proclamer ces territoires États libres. Dans le dessein inavoué de s'emparer de ce magnifique gâteau africain, et pour éviter de rendre des comptes à la multitude de souscripteurs qui finançaient l'AIA, de laquelle émanait le CEHC, Léopold II décida de la dissoudre, le 17 novembre 1879, pour la remplacer par une association sans but lucratif, l'Association internationale du Congo, AIC, dont il devint le seul maître puisqu'associé à lui-même. Moins d'une décennie après la tenue de la Conférence géographique de Bruxelles, les expéditions fortement soutenues et financées par les différentes associations dirigées par Léopold II avaient réalisé un travail considérable. Plusieurs peuplades avaient été visitées, de nombreux traités conclus avec des chefs traditionnels, le bassin du Congo avait été parcouru et plusieurs lacs de la région découverts. La jonction des expéditions venant de l'Est et de l'Ouest fut réalisée en décembre 1883 et deux côtes furent reliées par une chaîne de stations scientifiques et hospitalières. Pour sauver ce vaste territoire de la convoitise d'autres puissances comme la France, l'Angleterre et le Portugal, le roi des Belges se mit en quête d'une caution internationale, une sorte de reconnaissance de l'indépendance de ses possessions par rapport aux différents réseaux de colonisation naissants. Il faut, en effet, signaler que les explorateurs au service de Léopold II n'étaient pas seuls dans la région. Les Français étaient dans le nord-ouest par l'entremise de Savorgnan de Brazza, Français d'origine italienne. Les Portugais, arrivés à l'embouchure du fleuve Congo vers 1491, attendaient la reconnaissance de leur souveraineté sur le Bas-Congo. Vernet Lovett Cameron, sujet britannique, était à la tête d'une expédition sur la côte orientale. Enfin, Huysmans, un Allemand qui avait exploré le bassin du Kasaï pour le compte de Léopold II, espérait voir cette région revenir à son pays. Parallèlement à ces différentes expéditions, les missionnaires catholiques et protestants faisaient le forcing pour y établir leur quartier. Vers le début de l'année 1884 et grâce aux travaux de Stanley, Léopold II dessine lui-même sur une carte de l'Afrique les limites d'un État qu'il s'emploiera à faire connaître auprès des puissances occidentales, en usant de sa position royale, du vaste réseau de relations dont il disposait et d'arguments d'ordre économique. L'antagonisme entre les différentes puissances coloniales présentes dans la région lui servit d'argument supplémentaire. Bien avant la conférence de Berlin, il réussit à faire reconnaître la neutralité de sa région par l'Allemagne et les États-Unis. Grâce à un heureux concours de circonstances et au travail en coulisses, mené lors de la conférence du partage des colonies qui se tint à Berlin, dans l'Allemagne de Bismarck, du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, Léopold II et ses hommes de main, E. Banning, colonel M. Strauch et H.M. Stanley, obtinrent des États présents la reconnaissance de la souveraineté de l'AIC. La question du Congo ne figurait pas à l'ordre du jour de la conférence, cependant cette dernière reçut quand même du président de l'AIC, Léopold II, la notification de sa reconnaissance comme État indépendant le 23 février 1885, soit 3 jours avant la clôture des travaux. Léopold II sollicita et obtint son adhésion à l'Acte de Berlin, le 26 février 1885, et son État fut la seule nation africaine à avoir été présente à Berlin. Ainsi est né le Congo dans des limites tracées par Léopold II lui-même sur la carte de l'Afrique et qui incluaient, grosso modo, les 2/3 du futur État congolais que l'on retrouve aujourd'hui. Ces limites ne correspondaient nullement avec l'occupation effective sur le terrain. Les frontières telles qu'elles existent à l'heure actuelle ne furent fixées qu'entre 1885 et 1910, après les conventions. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres,
Utilisez le lien dans la description de la vidéo.